Alors aujourd'hui, je vais parler du théorème de Cauchy-Lipschitz. Donc j'ai une équation différentielle y' égale f de t y. Donc y c'est une fonction. On va dire pour l'instant de R dans R. Et puis f c'est une fonction à deux variables de R2 dans R qu'on va supposer C1. Donc y, on cherche une solution. Y, une fonction dérivable. Voilà, clairement, le serpent se mord la queue. Donc si y est dérivable, si elle vérifie cette équation, eh bien elle sera aussi C1, puisque sa dérivée sera continue. Donc on va dire que f est défini sur un ouvert de R croix R, et puis elle envoie donc dans R. Je vais prendre un point déjà, T0 f x0 qui appartient à oméga. Et puis je vais prendre un voisinage, I alpha, croix une boule de centre x0 de rayon R, qui est inclus dans oméga. Alors quand je dis une boule, évidemment ça veut dire un intervalle centré autour d'x0. Mais on généralisera sans peine au cas où on a des fonctions de Rn. Alors, une propriété, c'est que I de alpha et B de x0, ce sont des ouverts, mais leur adhérence est compacte. Et donc, je peux dire qu'il existe une certaine constante K, telle que quel que soit T appartenant à I de alpha, et quel que soit xx' appartenant à la boule là, eh bien j'ai f de tx moins f de tx' qui va être majoré par un certain k fois x moins x'. Ça c'est le théorème des accroissements finis, parce que f de tx moins f de tx' c'est toujours égal à x moins x' fois f' d'un certain nombre qui est compris dans l'intervalle. Or, comme f' est majoré, on a donc cette propriété-là, c'est une propriété qu'on dit qu'f est localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable. Le fait d'être localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable est plus faible que le fait d'être C1 et suffit pour démontrer le théorème, puisque du fait que f est C1, on n'a besoin en fait que de ça. Ok, alors maintenant, on va définir une suite de fonctions phi n, qui ne vont pas être des solutions, hein, puisqu'on cherche une solution, donc on va partir d'une suite de fonctions. Pour cette suite de fonctions, on va d'abord traduire l'énoncé. Donc l'énoncé, je rappelle, c'est y de t0 égale x0, et y' égale f de ty. Donc ça, on le traduit en disant tout simplement que y de t, c'est l'intégrale de t0 à t, de t0 à t, de f de ty de t dt plus x0. Ok. Alors maintenant, je vais construire une suite phi n définie par la relation de récurrence suivante. Phi n plus 1 de t égale x0 plus l'intégrale de t0 à t de f de t phi n de t dt. Donc, on cherche un point fixe à cette transformation. C'est-à-dire que si phi n plus 1 pouvait être égal à phi n, voilà, on aurait notre solution, et donc on va espérer que cette suite de fonctions converge. Alors, dans l'ouvert dans lequel on s'est placé, donc on a choisi t0 et x0,
Et puis, on a choisi un ouvert autour de ce mi-point qui soit dans oméga. Et cet ouvert, comme son adhérence était compacte, on a dit qu'il existait ce nombre k de la propriété de localement lipschitzienne. Bon. Mais il existe aussi un m tel que quel que soit tx appartenant à I alpha croix B, eh bien f de tx est majoré par m. Donc ça, c'est parce que donc f est borné, ben, elle est continue sur quelque chose dont l'adhérence est incompacte. Voilà. Alors maintenant, on définit cette fonction phi n plus 1 en fonction de cette fonction phi n sur cet intervalle-là. Le problème, c'est est-ce que phi n plus 1, en supposant que phi n est à valeur dans cette boule, est-ce que la façon dont on a défini phi n plus 1 va faire que phi n plus 1 sera aussi à valeur dans cette boule? Autrement dit, est-ce que la propriété de point, quel que soit t appartenant à I alpha, phi n de t appartient à B, est héréditaire? Simplement, on va dire que phi n plus 1 de t moins x0, eh bien c'est inférieur, si on majore ici, à m fois t moins t0, c'est-à-dire c'est inférieur à m alpha. Moralité, choisissons alpha assez petit. Donc je mets ici la réponse à la question, oui, à condition de choisir alpha plus petit encore, puisqu'on peut le choisir, hein, alpha tel que m alpha est inférieur à r. Donc on réduit le petit intervalle en t, on réduit la liberté pour t, de manière à avoir cette stabilité. Très bien. Alors maintenant qu'on a ça, eh bien on n'a pas initialisé cette suite de fonctions. Alors pour l'initialiser, pour être sûr d'avoir notre première fonction phi0 qui soit toujours dans cette boule, eh bien on n'a qu'à prendre phi0 égale constante égale x0. Alors une fois qu'on a ça, maintenant on va dire, eh bien puisqu'on a ça, on va calculer phi n plus 1 moins phi n de t. Donc phi n plus 1 moins phi n de t, en appliquant la récurrence les deux fois, ça fait l'intégrale de t0 à t, de f de t phi n de t, moins f de t phi n moins 1 de t, dt. Alors là, je m'aperçois que ma variable t est très mal choisie, parce que j'aurais dû mettre u, puisque t est déjà prise. Ok. Alors une fois que j'ai ça, ben, j'aimerais moi montrer que ceci c'est petit l'écart entre deux fonctions successives. Donc la valeur absolue de phi n plus 1 moins phi n de t, la valeur absolue, là, regardez pas ici le deuxième trait, eh bien elle est inférieure à l'intégrale de t0 à t. On va utiliser notre propriété de Lipschitz en rouge là. Elle va être inférieure donc à k toc fois tout simplement la norme de phi n de t. On va l'écrire comme ça, la norme de phi n moins 1 de t. Et évidemment, ce n'est pas de t, c'est de u du. Alors ça, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette inégalité-là. Et l'idée, c'est de penser que si lui, il était plus petit que t moins t0 puissance quelque chose,
Par intégration, lui, il serait plus petit que t moins t0 puissance un cran de plus. Alors, partant de cette inégalité, on va démontrer que phi n plus 1 moins phi n de t est inférieur ou égal à quelque chose, on va l'appeler an, fois t moins t0 puissance n. On voit tout de suite que quand on va intégrer ça, on va avoir t moins t0 puissance n plus 1 qui va apparaître et on va pouvoir montrer l'hérédité de cette propriété. Donc démontrons qu'on a ça. Alors, est-ce que c'est vrai à l'initialisation? Je vais montrer que l'intégrale de t0 à t de f de ux0 du est inférieure à un certain nombre à 0 fois 1. Voilà. Ben ça, c'est clair, hein, puisque f est borné, il suffit, puisque f est borné, de prendre A0, par exemple, égale m alpha. Et si on prend A0 égale m alpha, ben ça c'est plus petit qu'm alpha, puisqu'on peut sortir m, il reste alpha. Ou alors on pourrait prendre A0 égale m fois t moins t0 aussi. Ça marcherait. Alors maintenant, regardons l'hérédité. Donc supposons que ceci est vrai. Et pour montrer l'hérédité, eh bien, on va appliquer la relation qui est marquée juste précédemment. On aura donc à ce moment-là phi n plus 1 moins phi n de t inférieur ou égal à k fois an. Et puis on va faire cette primitive-là. Donc ça va sortir un 1 sur n plus 1. Et puis ça va nous faire apparaître donc un t moins t0 puissance n plus 1. Donc, il suffit que l'hérédité soit vérifiée de prendre an plus 1 égale k fois an sur n plus 1. Donc maintenant, conclusion. C'est vrai, ceci est vrai. C'est vrai avec A0 égale m fois t moins t0 et an donc égale. Alors on va attaquer la récurrence, donc ça fait k an moins 1 sur n, ça fait k2 an moins 2 sur n moins 1. Et si on va jusqu'au bout, donc si là on arrive à A0, ça veut dire que là à la place de 2 on a n, donc ça fait kn A0, et donc là on a n factoriel. On a montré que dans I alpha croix BR, pour tout n, eh bien, phi de n plus 1 de t moins phi n de t est inférieur à... Alors, on va mettre le an et après on va mettre ça. Dans le an, il y a ça. Donc, kn sur n factoriel. Et puis, pour faire plus joli, dans le A0, on va prendre celui-là. Donc, m. Et donc, celui-là avec celui-là, ça va faire t moins t0, n plus 1. Les feuilles ne sont jamais assez grandes. Donc, on a montré ça. De ce qui précède, on peut déduire que somme des phi n plus 1 moins phi n de t, donc, eh bien, la somme sans les valeurs absolues converge aussi.
convergent. Donc, c'est équivalent à dire, eh bien, phi n converge. Alors je précise, ceci converge normalement, donc ceci aussi. Du coup, on peut dire aussi que ça converge uniformément. Donc phi n converge uniformément vers une certaine fonction phi qui va avoir du coup les mêmes propriétés que phi n. On a le fait que phi va vérifier aussi cela. Phi de t égale l'intégrale de t0 à t de f de t phi de u phi de u du plus x0. L'existence de phi d'une solution est démontrée. On va attaquer maintenant l'unicité. On va dire, supposons qu'on a phi défini donc sur un i alpha, et puis phi 1, i alpha 1, phi 2 sur i alpha 2. On va se placer sur i alpha si à l'intersection des deux. Voilà. Et on va montrer que finalement, cette inégalité ici est toujours vraie. Donc on a phi 1 moins phi 2 de t inférieur à k intégrale de t0 à t de phi 1 moins phi 2 en valeur absolue de u du. Alors comment exploiter ce résultat-là? Je vais l'appeler cette fonction par exemple delta de t que je retrouve ici sous la forme delta de u. Donc je me retrouve avec une fonction positive, 0 inférieur à t, quel que soit t appartenant à i alpha, et puis une fonction qui vérifie que delta t est inférieur à k intégrale de t0 à t de delta u du. Et à partir de ça, je vais devoir démontrer que delta est nul en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule solution, que le sandwich est plat. Alors il y a deux méthodes pour montrer que c'est la même, enfin il y en a d'autres après. Dans une autre vidéo, on généralisera avec le lemme de Gronwall. Mais là, on va faire basiquement. Donc la première, tout simplement, on peut démontrer que delta t, alors delta t est borné déjà. Donc delta est borné. Mais avec cette inégalité-là, du coup, ça nous fait que delta t est inférieur à k fois m fois t moins t0. Mais du coup, en réinjectant ça là-dedans, ça nous fait que delta t est inférieur à k fois m fois t moins t0 au carré sur 2. Et puis ainsi de suite, on peut démontrer facilement, par la même récurrence que tout à l'heure, que c'est toujours inférieur à t moins t0 puissance n sur n factoriel. Et comme c'est vrai pour tout n, ça veut dire que delta est nul. Et la deuxième façon de le montrer, c'est on va dériver, puisque donc on n'est pas sûr que delta soit dérivable, qu'elle soit C1. Cependant, phi 1 et phi 2 sont C1. Donc valeur absolue de phi 1 moins phi 2 va être dérivable partout là où phi 1 et phi 2 ne s'annulent pas. Très bien. Alors supposons qu'il existe un x tel que delta de x est différent de 0. Donc paf, on soulève la couverture, delta est là. Par continuité, dans un voisinage autour de x, elle n'est pas nulle. Et prenons a. Le plus grand des réels inférieurs à x qui annule delta, en admettant qu'il existe. Donc prenons pour a le sup des z inférieurs à x tel que delta de z égale 0. Donc on montre très facilement par continuité que delta de a égale 0 aussi. Ok. Et alors, on va se placer maintenant sur cette... on va mettre un petit b strictement supérieur à a. Et on va se placer entre b et x.
Et là, on fait tout ce qu'on veut, donc on peut dériver. Donc on a delta prime sur delta inférieur à k, donc on va s'amuser. Donc ça fait ln de delta de x alors ln de delta de x moins, pardon, ln de delta de b inférieur à k fois x moins b. Et là, si on fait tendre b vers a, ben ceci, avec le signe moins inclus, va tendre vers plus l'infini. On a donc une contradiction. On a donc montré l'unicité. Alors maintenant, on va recommencer toute la démonstration, mais cette fois-ci, donc c'est ce qui est en vert là. On va s'intéresser à une fonction y qui va de R dans Rn, c'est-à-dire y, en fait, c'est un vecteur qui dépend du temps. Donc on adapte toutes les autres notations, et donc il suffit de changer la valeur absolue par une norme partout, et la démonstration est exactement la même, il n'y a rien qui change du tout. Et ensuite, par rapport à la convergence uniforme, donc là, il y a un truc à dire, c'est que quand ça converge absolument, ça converge, et bien ça, c'est pas un résultat évident, que la convergence absolue entraîne la convergence, ça c'est un résultat qui dépend de la complétude de l'espace. Donc ici, on est dans un espace de Banach, toutes les fonctions sont à valeur dans Rn. Grâce à cette complétude, on a la convergence comment dire, naturelle, qui découle de la convergence en norme. Et ensuite, la démonstration, il suffit de mettre des normes, et c'est exactement pareil, donc il n'y a absolument rien qui change. On a donc démontré l'unicité et l'existence d'une solution à ce problème de Cauchy, où f est défini sur un ouvert de R croix Rn dans R.